Valérie Gaudron, conseiller municipal de Valenciennes, bien, tu resteras pas du tout pour proposer. Enguerrand Campier. Président. Voilà, donc ce sont les deux candidats du Nord et je suis très heureux et à travers eux, bien sûr, ils représentent notre ami Jean-Luc Landru et toute l'équipe, Alexis Samon, conseiller régional, André Meraski, Véronique Descamps, j'en oublie sans doute Éric Lidis et d'autres. En tout cas, tous les militants, et je veux vraiment vous remercier tous les deux pour représenter le Nord sur notre liste. Vraiment merci. Et je vais appeler Véronique Olivier, elle est déjà là. Avec elle pour l'Oise, il y a Florence Italiani, qui est conseillère régionale, agricultrice, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui est une femme absolument remarquable, conseillère municipale de Beauvais, et je la remercie. Pour la Somme, il y a Jean-Philippe Tanguy, le régional de l'État. Pour le Pas-de-Calais, il y a Véronique Loire qui va nous rejoindre et qui est conseillère municipale d'Arras. Viens avec nous, Véronique. Et qui, conseiller municipal d'Arras, qui a été conseiller communautaire, qui a fait un boulot sur le Pas-de-Calais, courageux depuis des années. Et je la remercie du fond du cœur avec toute son équipe présente. Et puis, dans mon cas, elle est pas là aujourd'hui. Il y a Philippe Thor, qui est maire de Berlancourt, dans l'Aisne, et qui nous a fait une très belle réunion au mois de février, et qui n'a malheureusement pas pu être là. La vie politique est difficile, et je ne voulais pas qu'il y ait des problèmes familiaux. C'était le seul week-end où il partait avec sa famille, et on lui a pardonné d'être absent. Il est toujours sur la liste, bien qu'il ne soit pas là aujourd'hui. C'est pas que trop bavard, mais ou alors vous amenez une chaise ici. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une liste européenne, c'est d'abord une liste de personnalités. Et cette liste sera publiée le 1er mai. Et nous avons choisi des femmes et des hommes qui ont plusieurs qualités, je crois. Tu l'as dit, Benjamin, la première qualité, c'est quand même l'intégrité, l'honnêteté. Et dans la vie politique française, c'est pas si fréquent. Et notre parti, beaucoup la France, je le crois, est exemplaire dans ce domaine. Et sans la ramener, parce que on ne dit pas qu'on est honnête, on l'est, on l'est pas. C'est d'ailleurs surréaliste de se dire qu'on est obligé de le dire. C'est pas normal. Bon, mais qu'importe, l'intégrité des personnes. Intégrité, bien sûr, morale, mais intégrité dans leurs convictions. Et je te disais, François-Xavier, que en regardant cette salle, dans ma mémoire revenaient tous ces combats passés et mon premier geste de mauvaise humeur, d'impertinence et de désobéissance, et qui a commencé 2 ans après avoir été élu député, en 1999, quand j'ai dit au cher dirigeant du RPR, je soutiens Pasqua, parce que Pasqua avait raison. C'est Charles Pasqua qui avait raison. Quand il y a eu la fameuse préparation du traité d'Amsterdam, j'étais tout jeune député, j'étais délégué fédération auprès de Philippe Séguin, que j'adorais. Et Philippe Séguin me convoque un jour, me dit Chirac vote le traité d'Amsterdam. Le traité d'Amsterdam, c'est le traité qui a tout foutu en l'air sur l'immigration, résumé. C'est-à-dire qui a fait abandonner à la France sa politique migratoire, qui l'a confiée à l'Union européenne. Et moi, j'étais plein de naïveté, et je lui dis mais je ne peux pas voter ça, je suis député. Il me dit abstenez-vous au moins, abstenez-vous. C'était le gouvernement Jospin. Chirac veut qu'on vote. Jospin vote. J'ai dit, mais je ne peux pas m'abstenir. Il y avait François Fillon, qui est très courageux, qui me dit, tu t'abstiens, comme ça tu passeras à travers les gouttes. Mais je lui dis, je ne peux pas, j'ai été élu pour la première fois de ma vie député, j'en rêvais. J'ai été élu député, j'ai été élu sur un programme. Je ne vais pas m'abstenir. Et ils m'ont tous dit, mais tu t'abstiendras, tu feras comme les autres, et tu auras ton chapeau. Et puis, il y a eu le vote au Parlement, et j'ai voté contre. Le lendemain, j'étais viré de la direction du RPR. Chirac a téléphoné à Séguin et a dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeune con, vous êtes fou. Et Philippe, qui m'aime beaucoup, m'a reçu dans son bureau. Il m'a dit Nicolas, quand même, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous n'avez pas le droit. Ben, je lui ai dit je ne peux pas voter quelque chose qui est contraire à tous nos principes.
Et il m'a dit, bon, je vais vous virer, vous savez que je vous aime bien, je vais faire semblant de vous virer. Et puis vous reviendrez après. Et puis il y a eu Charles Pasqua qui était courageux dans cette affaire et qui a dit, moi je ne peux pas accepter ça. Et qui à l'époque a fait cette fameuse liste avec Philippe Duvillier. Et je les ai soutenus. Et on s'est retrouvés ici. C'est d'ailleurs là que j'ai fait connaissance avec toi, je pense. Je pense en fait, si. Je pense que c'est là. Ça fait 20 ans. Et puis il y a eu tous ces combats que nous avons menés. Ces combats, je les ai menés en sincérité. Et nous avons créé Debout la République comme club de réflexion au sein du RPR à cette époque-là. Et à cette époque-là, il ne s'agissait pas de quitter le RPR. Il s'agissait simplement d'exprimer notre volonté. Et puis, il y a quand même eu la création du RPF, qui a lamentablement échoué malheureusement. Et puis, il y a eu d'autres combats. Et nous avons eu le référendum de 2005. Référendum de 2005, les Français ont voté non. Le peuple français avait vu juste. Contre tout le monde, contre les éditorialistes, que je ne confonds pas avec les journalistes, contre l'oligarchie, contre les grandes entreprises, contre les principaux partis. Nous avons fait campagne et vous étiez là la plupart pour le non au référendum. Et on a eu la plus belle victoire de notre vie. J'allais dire la seule. Mais c'est vrai. La plus belle victoire de notre vie, c'est que le peuple français, malgré une propagande incroyable pour le oui, le peuple français s'est réveillé et a voté non. Quelle fut notre joie? Notre joie. Nous sommes restés au sein du RPR, c'était encore RPR, oui. Non, l'UMP. Et ça a été douloureux parce que Nicolas Sarkozy était plus malin, il ne m'avait pas viré. Il ne m'avait pas viré, bien que je fasse campagne pour le vous voyez, 2007. Et puis un jour, Nicolas Sarkozy me convoque dans son bureau et me dit voilà, je vais préparer un traité qui va reprendre en gros la Constitution qui a été refusée. Mais on ne va pas l'appeler traité constitutionnel. On ne va pas l'appeler traité constitutionnel, les Français votaient contre. Alors on va dire que c'est un traité différent. Bon, c'est le même, mais on va changer la forme, l'emballage. Mais c'est la même chose. Alors je lui dis, j'espère que tu vas le soumettre à un référendum. Ah ben non, on va pas le soumettre à un référendum, on connaît la réponse déjà. On va le faire voter par les députés et les sénateurs, ils sont obéissants. Et je lui ai dit, c'était le 13 janvier 2007, dans son bureau du ministère de l'Intérieur, je lui ai dit, excuse-moi, moi je ne peux pas faire ça, je m'en vais. Comment tu t'en vas? Tu pourrais être ministre, tu pourrais faire des choses, tu pourrais réussir, etc. J'ai dit non. Je ne peux pas avoir fait la campagne du non au référendum et me faire acheter pour voter oui à un traité scellé. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Le coup d'État simplifié, puisque ce traité s'appelait, c'est vrai, le traité simplifié. C'était un nom comme ça, bon bref. Tout ça pour vous dire que si nous sommes ici aujourd'hui, si nous avons créé la France, et c'est là où j'ai quitté l'UMP et on a créé la France. C'est fait 10 ans, tout juste. Un peu plus de 10 ans. Si on a fait tout ça, si beaucoup d'entre vous m'ont accompagné, Véronique Loire et d'autres, depuis maintenant 20 ans, c'est parce que ce qui est en jeu, c'est pas le fait que M. Dupont-Aignan a la tête dure, c'est pas qu'on veut se faire remarquer. De vous jurer, je préférerais me faire remarquer autrement et avoir une vie plus douce. C'est parce que ce qui est en cause, c'est deux choses absolument fondamentales. La démocratie et la liberté de la France. Et que c'est indissociable. Nous sommes dans un système qui n'est plus démocratique. Et il n'est plus démocratique car nos dirigeants successifs, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont confié vos pouvoirs que vous leur avez délégués à une organisation non élue, illégitime pour moi, depuis 2005. C'est ça la réalité. Le pouvoir démocratique qui vous appartient, qui nous appartient, et qu'ils n'exercent que temporairement entre chaque élection. Ils l'ont pris et ils l'ont donné à un aéropage de technocrates, de fonctionnaires, de financiers à Bruxelles. C'est ça la réalité de l'Union européenne. Et vous continuez à voter, nous continuons à voter à chaque élection, mais le bulletin de vote n'a plus aucune signification. Point. Vous votez
Pour Sarkozy, vous votez pour Hollande, vous votez pour Macron, ça ne change rien, car aucun des trois n'a le pouvoir de faire quoi que ce soit de sérieux. Le pouvoir, il n'appartient plus à l'Élysée, il n'appartient plus au Parlement français, il appartient à Bruxelles, et on nous le cache depuis le début. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a rien compris à la panne politique française. Voilà pourquoi je me bats depuis 20 ans maintenant. 20 ans, c'est long. Pour qu'on rende aux Français leur souveraineté, c'est-à-dire leur liberté. Car c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Alors on nous dit, oui, mais vous n'avez rien compris, cette Europe, elle est formidable, etc. Mais oui, mais c'est à nous de juger. Je voudrais insister sur le lien qu'il y a entre cette mauvaise Union européenne et les difficultés du pays. Et je vais prendre 3 exemples très rapides. L'exemple du pouvoir d'achat et de l'emploi. Depuis 20 ans, c'est le nivellement économique et social par le bas. Mais c'est normal. On nous a mis en concurrence avec tous les esclaves du monde et d'Europe. Donc, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et Madame Loiseau parle d'harmonisation du SMIC. Mais l'harmonisation du SMIC, elle est déjà en route. Bientôt, vous serez au SMIC bulgare, 200 € par mois. Mais la réalité est là. La réalité est là. Et on vient de signer des accords avec l'Ukraine et avec la Turquie. Et vous êtes en concurrence avec tous les esclaves du monde. Donc oui, il y a harmonisation du SMIC. D'ailleurs, le SMIC européen, allez, la moyenne, c'est 500-600 €. C'est quoi? C'est le RSA. Voilà la réalité. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura rien compris. Alors je ne dis pas qu'il faut de la concurrence. Bien sûr qu'il faut de la concurrence. Je ne suis pas pour mettre des murailles autour de la France. Je crois à la concurrence. Mais la concurrence doit être loyale. Et dans l'affaire des travailleurs détachés dont a parlé très bien Jean-Philippe, ce qui est scandaleux, c'est pas qu'il y ait un Polonais qui vienne travailler en France. Il y en a eu beaucoup de Polonais dans le Nord qui sont venus travailler dans nos mines et qui se sont bien intégrés. Ce qui est choquant, c'est que ce soit une société luxembourgeoise qui esclavagise les Polonais en ne payant pas les charges sociales pour notre sécurité sociale. Et qui fasse que, aujourd'hui, pour construire tous les grands chantiers du Nord, ce sont des travailleurs qui viennent d'ailleurs et que nos concitoyens sont au RSA. C'est insupportable. Et rien ne change là-dedans. Je pourrais prendre le problème de l'immigration. Comment se fait-il que chaque année en France arrivent 400 000 personnes légales? 250 000, 260 000 entrées, un peu plus de 180 000 et 120 000 demandeurs d'asile. 400 000 par an. 400 000 par an, c'est la ville de Nice tous les ans. Légaux. Je ne parle pas des clandestins. Est-ce que notre pays, avec 6 millions de chômeurs, avec des finances exemples, avec une assimilation qui ne marche pas, peut accueillir la ville de Nice tous les ans? Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça représente? Et quand je le dis à un débat sur France 2, où je parle de 18 millions sur le niveau de l'Europe, tout le monde me tombe dessus. Alors je m'étais trompé sur un chiffre. C'est pas 18 millions en 5 ans, c'est 18 millions en 6 ans. Ah, alors sur toutes les radios, vous avez entendu que j'étais un excité, que je disais n'importe quoi, etc. Oui, les Pays-Bas, qui arrivent tous les 6 ans en Europe. Est-ce qu'on est capable d'assimiler des populations qui n'ont pas notre religion, qui n'ont pas notre mode de vie, qui n'ont pas la même formation, les individus en eux-mêmes? Il y en a des biens, bien évidemment. Mais est-ce que l'Europe peut assimiler les Pays-Bas tous les 6 ans? Tous les 6 ans. Ça veut dire qu'en 12 ans, 36 millions d'habitants supplémentaires. Comment on les assimile? Comment on leur donne un avenir? Comment on fonctionne? On n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit. Bon, on n'a pas le droit. Voilà. On a plus le droit. Bon.
Troisième point, nos agriculteurs et nos industriels sont en concurrence avec des pays très lointains, là je parle pas de l'intra-européen. Le CETA, le fameux traité avec le Canada. J'ai été agressé littéralement par M. Cohen sur France 5, où on m'a fait passer pour un dingue. Mais quand même, 42 produits toxiques. 42 produits toxiques. C'est pas moi qui le dis, c'est RTL. 42 produits toxiques sont autorisés à l'importation dans les produits qui viennent du Canada, qui sont interdits en France. C'est-à-dire qu'il y a 42 produits toxiques interdits en France qui sont autorisés sur les produits canadiens. C'est ça le libre-échange loyal. La viande qui arrive est 30% moins chère. Alors M. Cohen me parlait de l'huile de noix, de l'huile d'olive et des noix au niveau européen qui va augmenter les exportations. Oui, peut-être, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est les productions françaises. La viande, notamment, avec un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Et encore, des suicides déclarés. Car certains de nos agriculteurs, pour que leurs femmes touchent l'assurance et qu'ils laissent quelque chose, dissimulent le suicide. C'est la réalité de ce qui se passe. Et j'ai été vendredi dernier à Argenvilliers, une entreprise pâtissière dans la Sarthe. 600 salariés. 600 salariés. Licenciés comme ça. La dernière papeterie qui fait du papier recyclé. À la pointe de la technologie. Un ouvrier s'est suicidé lundi. Ils ont tous été liquidés d'un coup. 600 salariés au cœur de la Sarthe. Et ça va être fabriqué en Pologne. Voilà la réalité. Et tout ça, on le finance. Car non seulement cette structure ne nous défend pas, mais en plus, on le finance. Sous Jacques Chirac, et je veux vous le dire, il faut que vous le sachiez, sous Jacques Chirac, le coût de l'Union européenne pour les Français était de 2 milliards. 2 milliards. Aujourd'hui, le coût net est de 11 milliards en 2016, chiffre 2016. Ça a été multiplié par 5, plus de 5. Est-ce que vous trouvez normal qu'on subventionne une organisation qui nous fait autant de mal? Mais il faut être complètement cinglé. Je vous le dis comme je le pense. Avec les 9 milliards que nous voulons récupérer, c'est-à-dire, moi je dis, on ne doit pas donner plus de 2 milliards à l'Union européenne. On en récupère 9. Avec les 9 milliards, on peut réindexer toutes les pensions de retraite sur l'inflation chaque année. C'est 3 milliards par an. Ça fait un tiers. On peut mettre un taux de TVA à 0% pour les produits de première nécessité, en mettant les fruits et légumes, pour que les plus modestes puissent manger des fruits et légumes et ne soient pas condamnés aux pâtes. On peut augmenter le SMIC et on peut maintenir les services publics dans les zones rurales, avec 9 milliards qu'on donne à l'Union européenne. Alors quand on me dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est pas vrai. C'est que mieux, ils trouvent toujours l'argent. Ils trouvent toujours l'argent pour accueillir les camps de migrants. Ils trouvent toujours l'argent pour donner des allocations sociales à ceux qui arrivent de très loin. Ils trouvent toujours l'argent pour le donner à l'Union européenne. Mais ils ne trouvent jamais l'argent pour les smicards, jamais l'argent pour les plus pauvres, jamais l'argent pour les Français. C'est ça la réalité de ce pouvoir. Mais ça ne date pas de Macron. C'est un laisser-aller qui s'est accentué à chaque gouvernement. Simplement, on touche la cote d'alerte. Alors, est-ce que c'est pour autant qu'on doit sortir de l'Europe? Eh bien, je vais vous surprendre, je vais vous dire non. Parce que c'est comme une copropriété. Il y en a certains qui habitent dans un immeuble, peut-être ici. En général, il y a la moitié qui habite dans une maison individuelle et l'autre moitié qui habite dans un immeuble. Alors, je m'adresse plutôt à ceux qui habitent dans un immeuble. Une copropriété, vous avez un appartement. Est-ce que c'est le syndic de l'immeuble qui décide de tout dans votre appartement? Est-ce que c'est le syndic qui vous envoie une facture de 11 milliards d'euros, exorbitante, et qui vous dit « j'ai supprimé la porte de votre appartement ». On va tous vivre ensemble, c'est sympa, l'escalier, vous sortez de l'ascenseur, vous rentrez chez vous, il n'y a plus de porte. Il faut enlever les portes, c'est horrible, c'est fasciste. La porte est fasciste. Donc on enlève la porte. Deuxièmement, c'est le syndic qui va décider à quelle heure vous mangez, qu'est-ce que vous mangez le soir. C'est le syndic qui va décider la couleur de la moquette de la chambre de votre fille. C'est le syndic qui va décider ce que vous faites dans votre appartement, à quelle heure vous allumez la télé ou pas. Voilà. C'est ça l'Union européenne. Et c'est qui le syndic? C'est la Commission de Bruxelles,
c'est la Banque centrale européenne, c'est la Cour de justice. Les membres de ces institutions ne sont pas élus. Ils n'ont jamais été élus par personne. Ils sont nommés. Le règlement de la Commission européenne sur les pommes qu'on mange, 19 pages de réglementation. Ah oui. Est-ce qu'il y a au moins une réglementation sur le goût de la pomme, sur les pesticides qu'on met sur la pomme? Ah non, bien sûr. C'est une réglementation qui a été faite pour les industriels. Alors s'il y a une micro-tache sur le côté de la pomme, elle est en catégorie 2. S'il y en a 2 taches, elle est en catégorie 3. C'est une réglementation qui a été faite pour les grandes surfaces, pour les multinationales. Pas du tout pour le goût de la pomme et sa santé publique. Pas du tout. Mais c'est normal. C'est une institution qui n'est pas élue, qui est sous l'influence des puissances d'argent, qui est sous l'influence des lobbies, qui est achetée, qui est corrompue. Alors oui, nous disons, il faut supprimer la commission de Bruxelles. Il faut la remplacer par un secrétariat allégé. Il faut tout remplacer. Alors qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, je vous propose de virer le syndic de la copropriété. Je vous propose de changer le règlement de la copropriété. Je vous propose de réduire la facture de la copropriété. Et nous allons mettre un autre syndic. Et le syndic qu'on va mettre, on va lui dire, vous vous occupez plus de nos appartements. On remet une porte à nos appartements. C'est-à-dire, nous rétablissons les frontières nationales. Ça ne veut pas dire que la porte est fermée tout le temps. Je n'ai pas un mur. On pourra toujours aller en Belgique. Simplement, on aura le droit d'arrêter les gens pour ne pas voir rentrer dans notre pays. C'est le premier point. Deuxièmement, la facture sera de 2 milliards au lieu d'être de 11. Ça va nous aider quand même. Et puis, troisièmement, les lois nationales l'emporteront sur les lois européennes. C'est-à-dire, c'est vous qui allez reprendre en main les lois qui s'appliquent en France. C'est la moindre des choses. Et ça, c'est possible. C'est pas impossible. Il suffit de le vouloir. Mais vous allez me dire, tout à l'heure, vous nous avez dit, il ne faut pas sortir de l'Europe. Oui, je ne vais pas vendre l'appartement, je reste dans l'immeuble. Mais je reprends le pouvoir dans l'immeuble. Parce que la France, c'est pas un petit appartement, c'est pas la cave. Luxembourg, je veux bien que ce soit la cave. Mais la France est un pays de 67 millions d'habitants. Mais oui, vous rigolez. Mais quand vous pensez qu'un pays qui a 600 000 habitants a le même poids qu'un pays qui en a quasiment 67 millions, et qu'on est à genoux devant des pays qui sont des paradis fiscaux, qui sont en train de nous pomper tout notre argent. Moi aussi, je peux faire un paradis fiscal à Cambrai. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que le Luxembourg? C'est comme si la ville de Cambrai décidait qu'on ne paye pas d'impôts, on met une frontière, de gratte-ciel, et puis voilà, et puis on pompe tout l'argent des voisins. C'est ça un paradis fiscal. C'est le Luxembourg, ce sont les Pays-Bas, c'est l'Irlande. Au nom de quoi on peut accepter ça? Le café du coin, il paye des charges exorbitantes, et le Starbucks, c'était un Starbucks ici, j'espère pas. Et le Starbucks, il ne paye pas de charges. Vous trouvez ça normal? Mais c'est ahurissant ce qui se passe. Donc on met fin à ça. On rétablit le pouvoir des Français sur leurs affaires nationales. Mais est-ce qu'on sort de l'Europe? Non. Je reste dans l'immeuble. Et qu'est-ce qu'on dit au syndic de l'immeuble? Il serait peut-être temps d'aller s'occuper des parties communes. Parce que pendant que vous vous occupiez de la vie dans notre appartement, vous n'avez rien fait pour les parties communes. Qu'est-ce que vous avez fait face à Amazon, à Google, à Microsoft? Rien. Qu'est-ce que vous avez fait face à la Chine pour investir dans les technologies d'avenir? Rien. Car le grand paradoxe de cette Union européenne, c'est qu'elle s'est mêlée de tout dans la vie de nos nations, qu'elle nous a mis des tonnes de règlements, qu'elle a mis en place le nivellement social par le bas, mais qu'elle ne s'est pas occupée d'investir dans la science, de faire des nouveaux programmes Airbus dans tous les domaines. Alors moi, ma vision de l'Europe, elle est très simple. L'Europe des nations libres, chaque pays est libre de se gérer. En revanche, et c'est ce qui nous différencie de ceux qui ne veulent plus du tout l'Europe, l'Europe doit nous aider, oui, à affronter la Chine et les États-Unis sur des dossiers où on n'est pas assez fort tout seul. Et je vous le dis, on a besoin aussi de coopération européenne. Nous ne sommes pas contre l'idée d'une coopération européenne. Ce matin, on en a vu une magnifique, le tunnel sur la Manche. C'est une belle coopération franco-britannique. Airbus, c'est une magnifique coopération à 5 pays qui a mal tourné parce qu'on a mis le ciel aux Pays-Bas pour payer un impôt.
mais qui est une belle réalisation. Ariane, l'espace, c'est une réalisation européenne. Donc moi, je ne suis pas contre l'Europe. Et vous allez entendre, vous allez me dire, ah, Dupont-Aignan est contre l'Europe. Pas du tout. Mais en revanche, je veux que l'Europe serve les Européens. Et je veux que l'Europe s'appuie sur la démocratie nationale. Et donc, nous pouvons bâtir des coopérations à 4 ou 5 pays dans des domaines. Et je vais vous en citer une dizaine, très rapidement, rassurez-vous. La lutte contre le cancer, qui dessine toutes les familles françaises. La lutte contre Alzheimer, la maladie d'Alzheimer. La lutte contre Parkinson. La voiture propre, le panneau solaire de demain, l'intelligence artificielle, la révolution numérique, le programme pour la Méditerranée, le programme pour l'Afrique. Vous ne croyez pas que ça, c'est le niveau européen? La France toute seule ne va pas tout faire, c'est impossible. L'Allemagne toute seule ne peut même pas tout faire. L'Irlande encore moins. Alors, vous le voyez, c'est très simple notre programme. Notre programme, c'est tout simplement du pur bon sens. L'Europe doit servir à ce qu'on ne peut pas faire seul. Et l'Europe doit être mise à sa place. Mais pour ça, il faut avoir des chefs d'État qui assument leurs responsabilités, qui arrêtent de subir, qui osent bousculer les règles. Et c'est la seule façon, Benjamin en parlait, de traiter la question du pouvoir d'achat, la question de l'immigration, la question du développement industriel, la question du développement agricole. Alors on va vous dire, c'est pas possible. Monsieur Dupont-Aignan, vous êtes femme Maboul, vous rêvez. Eh bien je vais vous dire, c'est pas vrai. Je ne rêve pas. Parce qu'il y a un domaine où ils l'ont fait. Il y a un domaine où ils l'ont fait. Ah oui? Lequel? Eh bien oui, le cinéma français. Les acteurs de cinéma, c'est curieux, ceux qui passent leur vie à m'insulter. C'est curieux, ils vivent du protectionnisme. Ils vivent des aides d'État. Et le cinéma français se porte très bien, il exporte dans le monde entier. Et pourquoi? Parce que tous les présidents de la République ont défendu le petit milieu parisien qui est autour d'eux. Et souvent, d'ailleurs, leur conjoint était actrice de cinéma. C'est curieux. Pourquoi? Expliquez-moi. Pourquoi ce qui est possible pour un acteur de cinéma n'est pas possible pour un agriculteur ou un ouvrier? Expliquez-moi pourquoi. Donc quand on vous dit c'est pas possible, Dupont-Aignan, il rêve, mais je rêve pas. François Hollande, Nicolas Sarkozy ont tapé du poing sur la table pour défendre le milieu culturel, l'exception culturelle. Parce que quand on est acteur de cinéma, on a le droit d'avoir son emploi protégé, et quand on est ouvrier ou agriculteur, on peut crever sur le bord de la route. C'est ça la réalité. Et donc on ne vous dise pas que c'est pas possible. Quand la France a une volonté politique, elle le peut. Alors bien sûr, c'est pas facile. Je ne vais pas vous dire qu'on pourra tout faire. Mais je veux vous dire que nous, au Parlement européen, on ne votera pas le budget. Nous, au Parlement européen, on défendra un protectionnisme intelligent. Nous, au Parlement européen, on voudra rétablir le minimum de protection et la lutte contre le travail détaché. Mais je ne vais pas vous dire qu'on pourra tout faire au Parlement européen, ce serait du mentir. Parce que la vraie décision, elle dépend de l'élection nationale, qui est l'élection présidentielle. Mais il est déjà très important qu'on soit simple. On n'est pas tout seul. En 2005, quand on a voté non, les Hollandais avaient voté non aussi. On nous disait toujours, les journalistes nous disaient, oui, mais pauvre monsieur, vous votez non, mais les autres. Et la France ne peut pas être contre 26 pays. Sauf que maintenant, ça a changé. Dans tous les pays du monde, de l'Europe, il y a des partis qui défendent les mêmes idées, qui ont compris les escroqueries de l'Union européenne, qui ont compris que l'Union européenne défigurait la belle idée européenne et qu'on pouvait reconstruire une belle Europe. Et donc on a passé un partenariat avec les Polonais, avec les Tchèques, avec les Finlandais, avec 23 pays. Alors souvent on me dit, mais quelle est la différence de votre liste avec celle du Rassemblement national? C'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs, il ne faut pas les nier. C'est évident, comme il y a beaucoup de points communs entre M. Bellamy et Mme Loiseau. Ils votent tout pareil au Parlement européen. Ils ont tout voté pareil. Le pacte de Marrakech, les migrants, le CETA avec le Canada, l'élargissement de la Serbie, le financement de la Turquie, tous les républicains, M. Hortefeux, Mme Marie, M. Danjean, tous, ils ont tout voté. Alors quand M. Bellamy nous dit à la télévision qu'il veut l'Europe des nations, etc., ça me fait doucement rigoler.
parce que c'est complètement faux dans la réalité ce qu'ils ont fait. Bon, bref. Nous, c'est vrai qu'il y a des points communs avec le Rassemblement national, comme parfois avec d'autres mouvements plus à gauche. Mais la différence, c'est qu'une fois qu'ils ont été élus au Rassemblement national, ils ont été dans un corner au Parlement européen. Ils n'avaient pas d'alliés, 5-6 alliés. Et c'est pourquoi, grâce à Jean-Philippe Tanguy, qui a mené un travail incroyable pendant 2 ans, pour aller voir parti politique par parti politique, pour créer des liens avec des gens qui pèsent, qui sont honnêtes, qui sont modérés, qui pourront changer les choses. Car notre objectif, c'est pas de faire un petit tour comme ça, c'est à Strasbourg de créer le premier groupe européen pour pouvoir bloquer cette machine folle, pour pouvoir reconstruire l'Europe. Donc on est dans une démarche de reconstruction. On n'est pas dans une démarche de destruction. On ne veut pas détruire pour détruire, on veut remplacer l'Union européenne. Ce mot de remplacer est important, on ne veut pas la changer, elle n'est pas transformable. Il faut la remplacer et revenir à l'Europe gaulienne. C'est un triste jour aujourd'hui, tu as raison, et tu m'en parlais tout à l'heure, parce que c'est le 27 avril, l'anniversaire du référendum raté du général de Gaulle qui a été obligé de partir. Et vraiment les malheurs de la France datent de ce moment. Mais je veux dire que l'Europe gaulienne, c'est quoi? C'est l'Europe de nations libres qui bâtissent un projet, qui travaille avec nos voisins. Il ne s'agit pas de les envoyer balader tous. Il s'agit de créer une coalition, de reprendre l'offensive. Et la France est grande quand elle reprend l'offensive. Il ne s'agit pas d'être recroquevillé chez nous et déménager la France au milieu de l'Atlantique avec l'Islande. C'est absurde. Il s'agit simplement de reprendre en main notre pays. Alors, pour conclure mon propos, je veux vous dire 2 choses. La première, c'est qu'il est vital de voter. Car on ne résoudra pas la crise des Gilets jaunes uniquement en étant sur les ronds-points et en manifestant. Parce que les manipulations du pouvoir, parce que le hold-up qui a été fait du mouvement des Gilets jaunes par une certaine extrême gauche a déconsidéré malheureusement beaucoup des Gilets jaunes qui restent maintenant chez eux. Et c'est pourquoi je le dis aux Gilets jaunes sincères, comme je le dis à tous les citoyens, c'est bien à un moment de manifester, mais maintenant il faut voter. Et imaginez un instant, 90% de votants. Je rêve, je sais. Imaginez 90% de votants. Mais la liste Loiseau-Macron, elle fera 8%, 7%. Et à ce moment-là, je peux vous dire, la claque qui est donnée à Emmanuel Macron et à son pouvoir aux yeux du monde entier serait gigantesque. C'est ça l'enjeu. Alors, secouez-vous. C'est pas vous que je vais engueuler, vous êtes gentiment vous. Mais demain, allez voir vos voisins, vous avez 1 mois. Et dites-leur ça. Dites-leur, Macron, il est ravi que vous manifestiez. Il s'en fout, il ne change rien. Et pire, il utilise les plus violents pour déconsidérer les gens pacifiques et sincères. Et tout le monde voit bien les manipulations qu'il y a eu. Et on va subir ça combien de temps? Après cette élection, il n'y a plus d'élection, c'est fini. Avant qu'il y ait l'élection présidentielle, il y a des élections locales, mais c'est des élections régionales, municipales. Donc la vie des partis politiques, la tambouille va reprendre ses droits. C'est la dernière élection nationale avant 3 ans. Il n'y en a plus pendant 3 ans d'élection nationale. Alors, les gens vont... C'est quand même dingue de se dire que moi j'ai rencontré des retraités, des artisans, des commerçants qui ont manifesté sous la pluie en plein hiver et qui ne vont pas prendre un quart d'heure pour aller voter parce qu'ils sont découragés. Et bien moi je veux qu'on reprenne, et c'est pour ça qu'on a pris le courage de défendre les Français comme slogan. Ben, le courage d'aller voter. Le courage d'aller voter. Allez voter. En tout cas, il y a l'embarras du choix. Et le deuxième point, je veux vous dire, il n'y a pas un gagnant, un perdant. Macron a déjà perdu l'élection, puisque de toute façon, il aura au moins 75% des Français contre lui. Puisque sa liste fera difficilement plus de 25% des voix. Ça va être un immense succès pour lui. Donc quand on nous dit qui va gagner les européennes, c'est complètement débile.
puisque ce n'est pas un scrutin majoritaire. Ce n'est pas un scrutin où on élit une personne. C'est un scrutin proportionnel à un tour proportionnel. Donc ça veut dire que vous votez 6% ici, vous avez 6% des députés. Vous votez 8%, vous avez 8% des députés. Vous votez 10%, on en a 10. Il n'y a pas besoin de s'emmerder la vie, alors qui va gagner entre Le Pen et Macron? Le Pen n'est pas candidat, Macron n'est pas candidat. Et ces deux partis veulent nous enfermer dans ce choix qui a été catastrophique au second tour de la présidentielle. Et Emmanuel Macron veut vous enfermer dans ce choix parce qu'il veut le reproduire en 2022 pour être élu. Et il sait très bien que si Debout la France a un grand succès le 26 mai, ça sera peut-être un peu plus difficile pour se faire réélire. Donc je vous invite à voter utile, c'est-à-dire à voter vos convictions. C'est le seul scrutin où vous pouvez voter pour qui vous voulez. C'est-à-dire où il n'y a pas l'idée, si je vote celui que je préfère, il risque d'y avoir au second tour un autre, puis alors je ne vais pas y arriver, donc je fais des stratégies tellement compliquées qu'à la fin on se retrouve avec Macron. Merci. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un scrutin, vous avez le choix. Vous avez un choix magnifique. Il y a 12 listes, vous avez l'embarras du choix. Alors, je préfère voter pour vous, mais vous avez l'embarras du choix. Donc, qu'on ne me dise pas, oh, je ne vais pas voter, parce que... Et alors, dernier point, j'entends souvent dans la rue, ah, monsieur Dupont-Aignan, quand je vous ai mis là, mais moi, je ne vais pas voter, je les emmerde. Ah, je les emmerde. Ah oui, j'emmerde Macron, je ne vais pas voter. Eh bien, alors là, tout faux. Macron, il est ravi que vous n'alliez pas voter. Parce que si vous n'allez pas voter, il aura ses 20%. Si vous allez voter, il peut avoir la claque du siècle. Donc je vous en supplie, expliquez à vos voisins que les partis politiques qui ont ruiné la France depuis 20 ans et qui sont tous rassemblés derrière Macron, ils ne rêvent que d'une chose, c'est qu'il y ait 60% d'abstention. Comme ça, ils auront leur clientèle, ils continueront leur petit bonhomme de chemin, les gens continueront à manifester et rien ne changera. Je vous supplie d'aller voter. Et je vous demande de voter pour la France. Merci.